François Mongisard nous fait l'honneur d'être présent ici ce soir, en dépit des circonstances atmosphériques et autres. Et il va nous parler de ces Français qui gouvernèrent le monde, un sujet énorme, je viens de m'en apercevoir dans les minutes qui précèdent. Bon, s'il devait réellement dire tout ce qu'il y a là-dedans, même à 5 heures du matin, on n'aurait pas fini. Mais j'ai vu que c'était extrêmement varié, les personnages se succèdent les uns après les autres, et je pense que, après avoir parcouru les quelques centaines de pages qui sont là, on ne peut vraiment qu'être fier d'être français. Je cède la parole à Monsieur François Mongisard. Je vous remercie. Merci aussi au frère Thierry qui m'a fait cette invitation. Je tiens déjà à dire que ce livre, cette conférence de ce soir sera tirée de ce livre, Ces Français qui gouvernèrent le monde, qui a 3 parties. La première, j'avais décidé de ne pas en parler, je n'en parlerai pas. La troisième, j'avais décidé d'en parler, je crois que je n'en parlerai pas non plus. Je me résumerai. En fait, le sujet de la conférence pourra s'intituler Ces souverains d'origine française à l'étranger. Je répète les 3 parties. L'histoire des conquêtes de la France. Curieusement, ça n'avait jamais été étudié, en entrant vraiment dans le détail avec une prétention exhaustive. Deuxième partie, les chefs d'État d'origine française à l'étranger, qui sont chefs d'État par droit dynastique, je regarde quand même l'heure. Troisième partie, les chefs d'État d'origine française à titre personnel. Les présidents, les papes, quand ils ont un domaine temporel, tout un ensemble de personnes, mais choisies à titre personnel. Là, nous traiterons ce soir des souverains, c'est-à-dire des chefs d'État d'origine française à titre du droit dynastique. Les rois, les empereurs, les princes souverains, les régents, puisqu'ils sont chefs d'État à ce titre-là. De ce genre de sujet, on s'y intéresse quand on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de rois à l'étranger qui sont, en Suède, des Bernadotte, en Espagne, des Bourbons, des Plantagenets en Angleterre, etc. On voit finalement beaucoup de chefs d'État d'origine française à l'étranger, l'inverse n'étant pas vrai d'ailleurs. C'est-à-dire que la France, depuis sa naissance aux alentours de l'an 496, c'est-à-dire lorsqu'il y a la fusion des Celtes de culture latine, gallo-romains, avec ce que l'on appelait les barbares, à partir de cette naissance de la France jusqu'à Nicolas Sarkozy, la France a toujours été dirigée par des chefs d'État d'origine française. Par contre, de nombreux chefs d'État étrangers sont d'origine française. Je vais définir un petit peu précisément le cadre parce que c'est important. Tout d'abord, le peuple français, donc se tue à nous dire que ça n'existe pas ou que ça n'existe plus. Or, en fait, le peuple français existe bien. Il n'a d'ailleurs pratiquement pas bougé depuis les grandes invasions du 5e siècle jusqu'aux vagues d'immigration contemporaine. Quand je parle de vagues d'immigration contemporaine, on dit en général que l'immigration a commencé en France à la fin du 19e siècle. Oui et non, c'est-à-dire que pour la première fois à ce moment-là, il y a eu une importante population d'origine étrangère, mais ces gens-là, d'une part, il y avait 40% de Belges, dont la moitié de Wallons, qui étaient faciles à intégrer, et il y avait des Italiens qui étaient généralement du nord-ouest de l'Italie, des Piémontais, ou des gens des Valdôtains, ou des gens des vallées vaudoises, pour lesquels c'était le même cas que pour les Wallons, donc c'était des gens qui portaient des noms français, qui parlaient un patois français, que ce soit provençal ou arpitan, franco-provençal, arpitan comme on veut. Mais le peuple français n'a pratiquement pas bougé entre les grandes invasions du 5e siècle et 14-18, parce que c'est en 14-18 que ces populations étrangères importantes ont commencé à rester sur place. Auparavant, elles venaient, elles essayaient de dépenser le minimum et de travailler le maximum, et quand elles avaient un pécule suffisant, elles rentraient à la maison, elles rentraient chez elles, dans leur pays, elles achetaient un champ, une maison pour faire un restaurant ou autre, et à ce moment-là, ces gens-là se mariaient et avaient des enfants. La vraie cassure, ça a été la Première Guerre mondiale, parce que là, évidemment, comme tout le monde le sait, il y a eu une classe d'âge qui a été fauchée
sur les champs de bataille, les hommes, d'abord les hommes qui ne revenaient pas, les hommes qui revenaient mais qui étaient estropiés, les hommes qui revenaient et qui n'étaient pas estropiés mais qui se réveillaient en hurlant la nuit, enfin qui étaient devenus à moitié fous. Concrètement, les filles de ce tranche d'âge qui étaient en âge de se marier, il ne fallait pas qu'elles fassent le difficile. Et donc à ce moment-là, les immigrés sont restés sont restés en France. Voilà. Tout ce que je vous dis, ça vient de l'histoire de la population française, de Jacques Dupaquier, qui était un homme de gauche, qui avait dit le contraire pendant des années, qui s'est cru investi en tant qu'universitaire de la charge, qui s'est cru investi de la charge de prouver que ce qu'il disait était vrai, puis en étudiant précisément l'histoire de la population française, il s'est aperçu que c'était le contraire que ce qu'on lui avait dit, et que ce qu'il était en train de dire lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de la population française démontre que la population française est restée stable pendant toute cette période. Je me concentrerai sur la population, à la limite pas française, mais plus exactement francienne, c'est-à-dire incluant les Wallons, les Suisses romans, les Québécois, les Valdôtains, les habitants du Val d'Ost, les habitants des vallées vaudoises, de Monaco, du Val d'Aran, des îles anglo-normandes, dites anglo-normandes aujourd'hui, donc les gens qui s'appellent Dupont-Durand-Martin, Bourbon. Pour les chefs d'État, il y a d'ailleurs plus de Bourbon que de Dupont ou de Durand. Je me concentrerai aussi, autre critère important, sur la ligne agnatique, c'est-à-dire que je prendrai les chefs d'État dont la plus ancienne origine connue en ligne masculine est française, ou francienne. Pourquoi? Parce que sinon il faut faire la généalogie de tous les chefs d'État, de tous les temps, de tous les pays, et puis dire, bon, on prend ceux qui ont 50% de sang français, ou 30%, ou 10%, c'est un critère complètement arbitraire, donc le plus simple, on choisit ceux dont la plus ancienne origine familiale connue en ligne masculine est d'origine française. Voilà. Maintenant, j'entre dans le vif du sujet, ces souverains d'origine française à l'étranger, en commençant par les États franco-carolingiens, c'est-à-dire les États qui sont nés de la décomposition de l'Empire carolingien. L'Empire de Charlemagne et ses successeurs éclatent, traité de Verdun divisé en 3 parties, la Francie occidentale qui deviendra la France, la Francie orientale qui ressemble un petit peu, pour ceux qui s'en souviennent, à l'Allemagne de l'Ouest, plus une marge importante du côté des pays slaves, et au centre, le territoire de Lothaire, pas la Lotharingie, le territoire de Lothaire, qui va se fractionner en 3 parties, le royaume d'Italie, l'Italie du Nord, au nord des États romains, le royaume de Bourgogne-Provence, qui lui correspond à la vallée du Rhône, vallée du Rhône, qui nous intéresse ici parce qu'il déborde des frontières de la France actuelle sur les régions francophones d'Italie, Val d'Ost, vallée vaudoise, et aussi sur la Suisse francophone, qui était à l'époque nettement plus à l'est, qui était plus grande. Donc ce royaume de Bourgogne-Provence, et puis plus au nord, la Lorraine, Lothringen, Lotharingie, le territoire de Lothaire, Lothaire II, le fils de Lothaire Ier, la Lorraine qui va se diviser en deux, la Haute-Lorraine qui sera la Lorraine actuelle, et l'autre Lorraine, la Basse-Lorraine qui s'appellera ensuite le Lothier, entre la Lorraine actuelle et la mer du Nord. Pour reprendre ces différents États, le royaume de Bourgogne-Provence va être le premier État à avoir comme chef d'État quelqu'un qui n'est plus de la famille carolingienne, un certain Boson, qui est allié aux Carolingiens, mais qui ne fait plus partie de la famille, qui ne fait pas partie de la famille carolingienne. Le royaume de Germanie, ça donnera la Francie orientale, 2 souverains carolingiens, et puis ensuite un fransalien, et puis ensuite cette région sera donnée à des rois saxons. La Lorraine, donc cette basse Lorraine sera disputée entre la France orientale, France occidentale, France orientale. Elle sera généralement gouvernée par des chefs d'État plutôt d'origine française. L'ancien royaume d'Italie, eh bien, il y aura encore quelques Francs qui seront rois à ce moment-là, avant que l'ensemble du territoire, l'ancien territoire de Lothaire, soit avalé par la Francie orientale, par la Germanie, pour donner le Saint-Empire romain germanique.
Alors l'intérêt de l'histoire, c'est que un certain nombre de familles sont restées, des familles d'origine française, sont... c'est ouvert? Voilà. On entend le bruit des voitures, c'est peut-être pas... Merci. Un certain nombre de familles sont restées dans ces territoires. Par exemple, en Italie, lorsque Charlemagne est arrivé, il est arrivé d'abord avec une grande armée, et deuxièmement, il a fait savoir que les villes qui ouvriraient leurs portes, on ne touchera pas, et on laissera en place les administrateurs. Toutes les villes se sont ouvertes, toutes les villes du royaume lombard se sont ouvertes, sauf Pavie qui était aux mains du roi, qui lui savait qu'il allait perdre son trône. Mais concrètement, ça veut dire que, contrairement à ce qu'avaient fait les Lombards en arrivant en Italie, où ils ont chassé la noblesse italienne de tous les endroits où ils étaient les maîtres, lorsque les Carolingiens sont arrivés, ils ont laissé en place la noblesse lombarde, ils ont simplement rajouté une noblesse franque, des gens qui étaient là pour les surveiller. Et bien entendu aussi, quand il y a eu des révoltes, eh bien on a fait partir le révolté pour mettre un franc à la place, franc français évidemment. Ça a abouti à établir là-bas un certain nombre de familles. On en parlera plus tard, mais globalement, vous avez notamment les marquis d'Ivray, qui ont donné tout un ensemble de petits marquisats dans la région du Piémont, de la Lombardie. Ça a donné les comtes de Vintimille, on en parlera. Ça a donné ensuite la grande famille des Visconti, les seigneurs de Milan. Ça a donné les comtes de Sienne, avant la République de Sienne. Ça a donné les ducs de Ferrare. Ça a donné tout un ensemble de familles d'origine française qui ont italianisé leur nom, bien sûr, mais qui sont d'origine française, parfois si lointaine. Autre exemple, les Grimaldi, la première maison Grimaldi, pas ceux qui règnent actuellement, qui sont en fait des Polignac, hein, comme chacun le sait, qui ont récupéré le nom de Grimaldi, parce que quand on vous donne le gouvernement d'un État, on peut avoir la politesse de prendre le nom de la famille régnante. Mais les Grimaldi étaient d'origine française également. À l'origine, on le sait par un historien qui a fait des travaux avec des livres qui ont été détruits à la Révolution, mais dont il donne des références. Les livres ont été brûlés, mais il a toutes les références. Des familles françaises, il y en a eu aussi du côté de l'Espagne. La marche d'Espagne de Charlemagne s'est divisée en deux zones. La Catalogne et la Navarre. La Catalogne a été gouvernée par un comte de Barcelone, qui descendait des comtes de Carcassonne. Quant à la Navarre, elle s'est dotée d'un royaume, et les rois de Navarre étaient d'origine... Alors, généralement, on disait des descendants des ducs d'Aquitaine. Certains historiens disent maintenant qu'il est très possible que ce soit des descendants des ducs de Gascogne, mais enfin, que ce soit la Gascogne ou l'Aquitaine, de toute façon, c'était des rois d'origine française. On en reparlera parce qu'ils ont de l'importance. Et puis en Germanie, il y a eu d'autres principautés, notamment les États des Lamarques, qui étaient d'origine bourguignonne. L'ancienne Autriche avec la famille des Babenberg. C'est une famille qui est apparentée aux Robertiens. Ça a donné également des ducs de l'ancienne Autriche, toujours cette famille Babenberg. Le comté de Henneberg, alors ça c'est pas très important, c'est un petit état du sud de la Thuringe, mais aussi la maison de Bavière, Wittelsbach. Et là, c'est une famille qui a régné plus de 7 siècles sur la Bavière, jusqu'en 1871 avec la proclamation de l'Empire allemand. D'ailleurs, à propos de cette proclamation de l'Empire allemand, on doit noter que la maison de Bavière a eu deux particularités. D'abord, elle s'est fait reconnaître le droit, au cas où les Hohenzollern ne seraient plus empereurs d'Allemagne, de prendre la relève. Donc ils étaient la famille qui était juste après les Hohenzollern. Et deuxièmement, le roi de Bavière, vous savez, Louis II de Bavière, le roi romantique avec ses châteaux qui ont servi de base à Walt Disney pour le château de la Belle au Bois dormant, Neuschwanstein ou quelque chose du genre. Ce roi Louis II a refusé ostensiblement d'être présent pour le couronnement de l'empereur d'Allemagne à la Galerie des Glaces de Versailles. Donc il ne pouvait pas faire plus pour s'opposer à l'Empire allemand, Empire prussien allemand. Je signale simplement que les Wittelsbach ont régné non seulement sur la Bavière et sur le petit Palatinat du Rhin, mais aussi qu'ils ont fourni un duc d'Autriche, qu'ils ont fourni 3 empereurs au Saint-Empire romain germanique, 3 empereurs, plus un roi de Germanie. Alors le roi de Germanie, c'était en fait un empereur qui n'avait pas été sacré par le pape, mais il avait le gouvernement de l'Allemagne.
Ces rois étant en plus rois de Bohême, la grande Bohême, la Bohême de l'époque, avec la Silésie. D'ailleurs, un des membres de cette famille est le fameux Jean l'Aveugle qui s'est fait attacher à son cheval pour partir, pour se mettre au fin fond au plus fort de la mêlée et mourir en combattant, lui qui était aveugle. Il a tué d'ailleurs plutôt les gens autour de lui qui essayaient de l'aider que les ennemis, mais enfin peu importe. Tout ça, ça vient de cette famille. Il y a eu aussi 4 rois de Suède, et notamment le brillant Charles XII, qui a fait parler de lui en Pologne et jusqu'en Ukraine, jusqu'au premier roi de Grèce, de la Grèce libérée des Turcs, qui faisait partie de cette famille. Vous voyez donc que ces familles qui sont parties dans un certain nombre de pays à l'époque carolingienne ont une importance jusqu'au XIXe siècle en fait. Autre famille importante, la famille de Franconi. La famille de Franconi, alors c'est une famille dont Chazot de Nantigny, qui est un généalogiste reconnu comme sérieux de façon assez universelle, dit qu'il descendrait d'un comte de Paris, un certain Bégon ou Rogon, le nom n'est pas très stable, mais en tout cas un comte de Paris, qui a donné naissance à cette maison de Franconi. La maison de Franconi qui a donné notamment 2 familles, la famille des empereurs saliens, empereurs du Saint-Empire romain germanique, et la maison de Nassau. Cette maison de Nassau qui va s'étendre jusqu'au XXe siècle d'ailleurs. La maison des empereurs saliens, elle a régné à peu près pendant un siècle sur le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire, donc vous imaginez les deux parties orientales de l'Empire de Charlemagne, donc tout sauf la Francie occidentale qui deviendra la France. Ça, plus des rois qui ont été rendus vassaux de cet empire, les rois de Pologne, rois de Bohême, rois de Hongrie. Vous imaginez ensemble, ça a été l'apogée du Saint-Empire romain germanique, au moins sur le plan territorial. Deuxième famille importante de cette maison de Franconi, la maison de Nassau. Les comtes de Nassau, les ducs de Nassau, princes souverains dans le Saint-Empire, qui ont eu pas mal qui ont assuré de petites régences un petit peu dans pas mal d'États, et qui ont donné aussi, je dirais en grande partie, qui ont donné la famille des statouders des Pays-Bas, de Hollande. Cette famille, qui est devenue des statouders qui sont devenus statouders héréditaires puis rois de Hollande, avec l'Empire hollandais, je ne développe pas, c'est assez connu, l'Empire hollandais qui a pris un certain nombre de territoires sur la trace des Portugais, avec comme cœur de l'Empire l'Indonésie, et avec des comptoirs en Inde, en Afrique, plus des territoires qu'ils ont été obligés de rendre aux Portugais, parce qu'ils avaient profité de la faiblesse du Portugal qui avait été envahi par l'Espagne. Les colonies étaient laissées un petit peu à elles-mêmes, donc les Hollandais se sont jetés dessus. Lorsque le Portugal est redevenu indépendant, il a pu récupérer certaines colonies, comme le nord du Brésil, comme l'Angola. D'autres sont restés dans le giron des Hollandais, et notamment l'Indonésie ou certaines régions d'Amazonie. Et puis certains territoires que les Portugais n'avaient jamais eus, et je pense notamment à l'Afrique du Sud, qui ont été colonisés par les Hollandais sous le règne de la famille de Nassau. La famille de Nassau qui a donné d'ailleurs aussi Guillaume le Taciturne, qui a été le pire ennemi de Louis XIV, roi d'Angleterre, roi de Grande-Bretagne. Les Irlandais s'en souviennent encore. Je ne sais pas s'il a dépassé Cromwell dans l'horreur de ce qu'il a fait en Irlande, mais en tout cas les deux se tiennent bien. Je crois que Cromwell a une petite longueur d'avance quand même dans la cruauté. Oui, la mer Rouge. Il y a tant et tant de choses à dire. Voilà. Bon, je passe là-dessus. Le deuxième, autre chose importante, autre chapitre important, les États croisés. Là aussi, grande source de chefs d'État d'origine française. Les croisades ont été largement le fait de Français. Quand on parle des États croisés, on parle en général en regardant une carte des 4 États qui ont été créés au départ. Le royaume de Jérusalem, depuis la mer Rouge, depuis Eilat sur la mer Rouge jusqu'à Beyrouth à peu près, avec une tranche de la Jordanie. La ville d'Amman, la capitale de la Jordanie, était incluse dans le royaume de Jérusalem.
Le comté d'Édesse qui s'enfonçait à l'intérieur du bloc musulman, qui a été le premier État croisé créé, qui a été le premier à disparaître, qui était donné à la famille de Rethel. La princée d'Antioche, qui a été prise par les Normands de Sicile et qui a ensuite passé à la maison de Poitiers. Et puis le petit comté de Tripoli, qui a été l'État constitué par Raymond de Saint-Gilles, Raymond IV ou Raymond VI, selon la façon de compter. Saint-Gilles, comme l'appelaient les musulmans. Un personnage très attachant d'ailleurs. Bref, le comté de Tripoli. Alors en général, lorsqu'on parle des États croisés, on parle de ça. Je rajoute que ces États ont débordé de ses limites. Par exemple, l'émirat de Damas a été un protectorat, peu de temps, mais a été un protectorat des croisés. Ça a permis de libérer pas mal d'esclaves chrétiens, quelques croisés, mais surtout des chrétiens orientaux. L'Égypte a été un protectorat franc pendant 1 an, sous le roi Amaury Ier. Ça n'a pas duré longtemps non plus, parce que le roi a été poussé par les barons pour transformer le protectorat en annexion. Ça s'est mal passé, il n'a pas attendu les renforts byzantins, il n'avait pas assez de troupes. Ils ont appelé, du coup, l'émir a appelé Saladin à l'aide, et ça a unifié le monde musulman. Ça a été assez catastrophique, mais en attendant, pendant 1 an, il y a eu des garnisons franques qui tenaient l'Égypte. Il y a eu aussi les expéditions d'un croisé qui est très connu en Orient, qui est sans doute le croisé le plus détesté dans tout le monde musulman, Renaud de Châtillon. Renaud de Châtillon qui a fait 2 expéditions, une terrestre à l'intérieur de l'Arabie, qui s'est enfoncée à l'intérieur de 500 km à peu près à l'intérieur de ses bases. Il a dû revenir parce que ses territoires, son fief a été attaqué. Deuxième expédition, une expédition maritime cette fois-ci. Il a amené des bateaux démontés qu'il a remontés sur la mer Rouge et qui ont tenu la mer Rouge pendant 1 an, avec des descentes de tous les côtés. Côté Égypte, côté Soudan, côté Arabie. Il est descendu jusqu'à Aden. Aden, sur l'océan Indien quand même, dont il a rançonné les cataclysmes dans le monde musulman. Des infidèles qui étaient juste à côté des villes saintes de la Mecque, de la Mecque et Médine, c'était une catastrophe. Lui a pu revenir, certains malheureusement certains croisés sont restés un peu plus longtemps. Ils ont essayé de passer le Hedjaz avec des guides arabes, et finalement ça s'est mal terminé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les croisés sont largement sortis du cadre de leurs frontières. Et je ne parle pas des croisades suivantes que tout le monde connaît, en Égypte ou à Tunis avec Saint-Louis. Enfin bon, je passe rapidement, d'autant plus que le temps passe rapidement. Je voudrais... On rajoute... Pardon ? 60 secondes. Oula. Je rajoute des royaumes qui sont souvent rattachés à ces 4 États croisés. Le royaume de Chypre, avec les Lusignans Poitiers, qui ont marqué l'île de Chypre. Et puis, cette famille de Poitiers a également donné 2 rois à l'Arménie, la petite Arménie, vous savez, ce territoire de Cilicie qui est au nord-ouest, toujours du mal avec l'est et l'ouest, ou droite et gauche, ce royaume de Cilicie, et notamment le dernier roi de la petite Arménie, un certain Léon VI, qui a été victime d'une révolte, lui qui était considéré comme un roi étranger. Ça a permis aux musulmans de prendre l'État. Lui-même s'est réfugié finalement en France. Pour la petite histoire, c'est le seul roi étranger entre guillemets, puisqu'il était de la famille de Poitiers, à être enterré à Saint-Denis. Tous les autres sont des rois de France, pas lui. Enfin, c'est en français. Insistance aussi sur un épisode un petit peu moins connu qui est rattaché en fait à la 4e croisade. Je vais vous dire comment. C'est une régence de l'Empire byzantin. En 2 mots, le Basileus, empereur de Byzance, veut mettre dans son giron la princée d'Antioche. On scelle l'alliance en faisant épouser au Basileus une certaine Marie, fille du prince d'Antioche. Marie d'Antioche devient Basilissa, impératrice de l'Empire. Elle était jeune, elle était belle, elle était plus jeune que son mari meurt avant elle. Leur fils est jeune, elle devient régente. Et là, problème. Marie d'Antioche est catholique. L'Empire est orthodoxe. C'était en 1180 tout court, en 1182, révolte générale des orthodoxes, lynchage dans les rues des catholiques,
des catholiques qui se font écharper, brûler vifs sous les encouragements du clergé orthodoxe. Quelques milliers de survivants sont vendus comme esclaves aux musulmans. Et parmi ces catholiques victimes de ce pogrom, beaucoup de marchands italiens et notamment beaucoup de marchands vénitiens. 20 ans plus tard, c'est la 4e croisade. J'ai eu l'occasion de le dire à Volkov, qui ressortait la tarte à la crème des orthodoxes en bataille contre les catholiques. Vous avez détruit l'Empire d'Orient, etc. Et tout. Je vais rappeler que 20 ans plus tôt, il y avait eu certains événements qui s'étaient passés, qu'en 20 ans, les Vénitiens n'avaient pas oublié ça. Et si ensuite, il y a eu cette 4e croisade détournée contre l'avis du pape d'ailleurs, qui avait interdit d'attaquer un État chrétien. Pour les chrétiens, les croisés qui n'avaient pas d'argent pour payer le voyage jusqu'en Palestine se sont laissés séduire par le fils d'un basileus qui avait été renversé. Le fils en question leur a dit « Je vous accompagnerai là-bas, je vous paye le voyage, je vous enverrai 500 chevaliers qui resteront sur place tout le temps de ma vie, et puis j'unirai les églises d'Orient et d'Occident. » Enfin bon, bref. Et puis une fois, donc les croisés rétablissent son père sur le trône, le père est tout content, sauf quand il apprend les conditions à laquelle il est libéré, il dit « Mais tu es complètement fou d'avoir accordé ça. » Ça se passe mal, les croisés sont mis de côté, et puis finalement prennent l'Empire. L'Empire latin d'Orient, cet Empire latin va durer une 60aine d'années. Ce sera des chevauchés, ce sera des villes prises et reprises, ça se resserrera, il y aura des royaumes qui vont être créés autour, le royaume de Thessalonique, la princée d'Achaïe, donc en fait le Péloponnèse, le duché d'Athènes. Concrètement, ce qu'il en restera, c'est que pendant plus de 2 siècles, il y aura des barons francs qui vont régner dans le sud de la Grèce, dans le duché d'Athènes et dans le Péloponnèse, l'Achaïe comme on disait à l'époque. Enfin, ça a été une période qui a maintenu une présence française quand même très importante dans un endroit auquel on ne s'attend pas forcément. Je passe. Oui, je passe aussi d'ailleurs. Bon, il faut parler maintenant après les royaumes, les États carolingiens, après les États croisés. On peut parler des royaumes capétiens, et notamment les couronnes étrangères des rois de France. Les rois de France, chacun sait qu'ils ont été rois de France et de Navarre. Et de Navarre, ça depuis Philippe le Bel. Il y a eu d'autres couronnes qui ont été sur la tête de rois de France. Je dis roi de France en tant que roi de France. Hein. Je ne parle pas d'Henri III, roi de Pologne. Je ne parle pas d'Henri VIII en Angleterre. Je parle simplement des rois de France en tant que tels. On peut parler notamment de Gênes, de la ville de Gênes, de la République de Gênes, qui s'est donné deux fois à des rois de France, parce qu'il y avait l'anarchie. Donc on a cherché à rétablir l'ordre. Pour rétablir l'ordre, il fallait quelqu'un qui ait une certaine autorité. Il y avait le choix entre l'empereur ou le roi de France. Ils ont préféré le roi de France, il était quand même un peu moins proche. Donc ils ont donné la gouvernance de Gênes à Charles V. Charles V qui a envoyé un certain Boucicaut. Boucicaut n'était pas connu pour être un doux. Il a pris quelques villes jusqu'en Toscane. Il a obligé le duc de Milan à se reconnaître vassal du roi de France. Disons qu'il s'est fait diversement apprécier, plutôt moins que plus. D'ailleurs, il a fini par se faire éjecter. Mais quelques temps plus tard, c'est sous le roi Charles VII, Gênes s'est à nouveau donné au roi de France. Gênes, la République de Gênes, avec son empire maritime, c'est-à-dire la Corse, une bonne partie de la Sardaigne, des îles dans la mer Égée et surtout des îles en mer Noire avec le sud de la Crimée. Vous voyez, quelque chose d'assez important quand même. L'autre couronne du roi de France, Philippe VI, qui a été roi titulaire d'Aragon par déposition du roi d'Aragon par le pape. Il est resté sur place d'ailleurs. Je passe sur les titres que les rois de France ont eus pendant les guerres d'Italie, duc de Milan, roi de Naples, ça c'est connu, c'est archi connu, donc je passe rapidement. Je rappelle simplement que Charles V a été également suzerain de Castille, c'est-à-dire que un roi de Castille qui avait été chassé de son trône a demandé de l'aide à la France en disant que s'il était rétabli sur son trône, il se reconnaîtrait vassal du roi de France. Le roi de France lui envoie du Guesclin avec ses grandes compagnies qui écumaient la France. Il a été rétabli sur son trône et il a reconnu la suzeraineté du roi de France. Voilà. Chose un petit peu oubliée aujourd'hui. On peut parler d'Henri IV qui a été régent de Savoie, la Savoie qui à ce moment-là débordé sur l'Italie avec le Piémont.
et même sur la Suisse romande. On peut parler de Louis XIII à qui la Catalogne s'est donnée, parce qu'il ne supportait plus les lois espagnoles, déjà à l'époque. Certaine actualité, je crois. Louis XIII qui a reçu le protectorat de Trèves, de l'épiscopat de Trèves. Louis XIV à qui on a proposé 2 couronnes, une qu'il a acceptée, la couronne de Sicile, en pleine révolte, la couronne de Croatie qu'il n'a pas acceptée, que des nobles croates lui avaient proposé, qu'il n'a pas accepté, mais surtout, bien entendu, il y a on en parlera plus tard. Des couronnes de Capétiens directs à l'étranger, il y en a eu, et il y en a eu des vraiment importantes. Il y a eu notamment la création, on peut dire la création du Portugal. Le contexte, l'Espagne au nord commence à entamer sa reconquista. Il y a deux zones, la zone tenue par les Francs, Navarre et Catalogne, et le royaume des Asturies. Ce royaume des Asturies, devenu royaume de Léon, par sa capitale, a un roi qui voit arriver 2 princes, le fils du duc de Bourgogne et le fils du comte de Bourgogne. Vous savez, le comte de Bourgogne, de la comté de Bourgogne, la Franche-Comté de Bourgogne, la Franche-Comté. Ce roi n'a pas de fils, il n'a que des filles. Et l'un de ces 2 princes va épouser l'une de ses filles à qui il va donner une ville, Porto, avec le titre de comte, un bout de terrain autour, à charge pour lui d'étendre son domaine en allant vers le sud, en conquérant le territoire sur les musulmans. Son fils est proclamé roi de Portugal sur le champ de bataille, 1139. Les Capétiens régneront sur le Portugal jusqu'en 1853. Le Portugal est une création capétienne. Le Portugal, bon, parfois avec le nom de dynastie d'Avise, enfin bref, ça peut changer, mais c'est toujours la même dynastie. Ce sont des branches collatérales. Ou Bragance plus tard. Cette dynastie va donner également un comte de Flandre, un certain Ferrand, le vaincu de la bataille de Bouvines, qui était comte de Flandre et comte de Hainaut par sa femme. Donc c'est un rameau de la dynastie portugaise, capétienne de Portugal, qui a régné donc au nord de la France. Le Portugal, quand on dit le Portugal, bien entendu, c'est avec l'Empire portugais avec toutes ses colonies le long de l'Afrique, en Inde, en Indonésie, et puis au Brésil. Je passe rapidement, c'est connu. Simplement pour dire que ce Brésil que je viens de citer va se séparer un jour du Portugal, à l'amiable, c'est-à-dire que c'est le fils d'un roi de Portugal qui deviendra empereur du Brésil, et les empereurs du Brésil sont eux aussi des Capétiens. Et j'ajouterais, ils étaient même d'origine française, en ligne masculine, telle qu'on l'a vu, mais également en ligne féminine, puisque leur mère était des Bourbons. C'était donc des rois pleinement français, en tout cas largement français, issus de familles françaises par ligne maternelle et paternelle, qui sont devenus les empereurs du Brésil. Autre famille autre roi issu des Capétiens directs, Louis VIII le Lion, le père de Saint-Louis, qui a été appelé par les barons anglais, qui ne supportaient plus Jean Santerre. Jean Santerre meurt, et le roi qui a été appelé, ce Louis VIII qui est devenu roi d'Angleterre, a été prié de rentrer chez lui. Il a été roi d'Angleterre pendant 1 an, mais c'était un Capétien qui est resté roi d'Angleterre. Autre famille importante, capétienne, qui prend naissance avec Charles d'Anjou. Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. Charles d'Anjou, Anjou, Maine, Provence, comte de Provence également, qui avait déjà eu des villes dans le Hainaut, qui avait montré qu'il était un guerrier tout à fait apte, est appelé par le pape, qui est suzerain du royaume normand de Sicile, qui n'a pas de souverain à ce moment-là. Le pape le choisit pour faire équilibre pour ne pas être entouré par le nord et par le sud par les empereurs du Saint-Empire romain germanique. Il appelle donc ce Charles d'Anjou. Ce Charles d'Anjou arrive, traverse l'Italie, il en profite pour se faire nommer comte de Piémont, puis comte de Ligurie, la région de Gênes.
puis vicaire impérial en Toscane, c'est-à-dire que c'est lui qui choisira les chefs, ceux qui vont gouverner la Toscane. Puis il arrive à Rome, il se fait nommer sénateur de Rome. Sénateur, ce n'est pas un sénateur parmi tant d'autres, c'est celui qui organise, qui a la haute main sur l'administration des États pontificaux. Le pape fait un bond au plafond en disant pour être nommé sénateur, c'est moi qui choisis le sénateur, c'est moi qui choisis le sénateur de Rome. Charles d'Anjou a une armée, donc dans ces cas-là, on s'assoit à une table et puis on discute, et puis on arrive à un compromis. Le pape choisira qui il voudra, et qui il voudra sera Charles d'Anjou. Comme ça, tout le monde est au moins à sauver la face. En tout cas, Charles d'Anjou garde la main mise sur l'administration des États romains, et ensuite il prendra son royaume de Sicile, Naples, il se fera chasser de Sicile par les vêpres siciliennes, mais enfin, il fondera une dynastie. Il va devenir le premier roi d'Albanie, l'Épire rebaptisé Albanie. Il va se battre en Afrique du Nord, il va emmener son frère à Tunis avec cette fameuse croisade faite en fait pour faire respecter le tribut payé par le bey de Tunis au roi de Naples, à Charles d'Anjou. Il va se battre un petit peu dans toutes les directions. Et ce Charles d'Anjou va donc donner une dynastie qui va régner. Je vous ai décrit un petit peu les États qu'il a contrôlés. Concrètement, vous enlevez la Vénétie et vous enlevez la Sardaigne, et la Sicile ensuite, après les vêpres siciliennes. Toute l'Italie a été gouvernée par ce Charles d'Anjou. C'est quand même énorme. D'autant plus qu'une branche de cette dynastie va donner une autre dynastie en Europe centrale, une dynastie de rois de Hongrie, la grande Hongrie de l'époque, c'est-à-dire qui s'étend jusqu'aux Carpates, avec la Slovaquie, avec la Transylvanie, avec la Bosnie, avec le royaume de Croatie, la grande Hongrie. Jusqu'à l'apogée de cette dynastie avec Louis Ier de Hongrie, Louis le Grand, qui va non seulement posséder cette Hongrie, mais qui va étendre son domaine sur la Serbie, sur le reste de la Roumanie, sur la Moldavie, qui va s'étendre là aussi, qui va se faire élire roi de Pologne. Donc vous imaginez un petit peu le territoire, c'était immense. Qui aura qu'un seul problème, c'est qu'il ne s'est fabriqué que du XX et pas du XY, donc lui aussi il se retrouve avec 2 filles. Marie, sa fille Marie, va devenir roi de Hongrie, roi pour montrer qu'elle est souveraine, pas reine, roi de Hongrie. D'ailleurs, quand nos soldats arrivent en Bosnie, qu'ils trouvent des fleurs de lys sur les armes de Bosnie, quand ils ont trouvé des fleurs de lys sur les armes de Bosnie, ça venait de Marie de Hongrie. C'est pour ça, c'était pas un hasard. S'il y avait des fleurs de lys d'or sur un fond bleu marine. L'autre fille, Edwige, devient Edwige Ier, roi de Pologne. Pour la petite histoire, elle a été canonisée par Jean-Paul II, qui l'a fait sainte patronne de la Pologne, qui se voit imposer comme mari Ladislas Jagiellon, qui unit la Pologne avec la Lituanie. La Lituanie, à l'époque, c'était pas le petit État d'aujourd'hui, c'était le plus grand État d'Europe. Ça allait de la Baltique jusqu'à la mer Noire, et de la frontière polonaise jusqu'à à peu près 100-150 km de Moscou. C'était immense. Donc, Marie, roi, épouse le grand-duc de Lituanie qui devient co-roi, et avec ça, avec cet empire, ils vont régner quelques années. Je signale simplement que pendant au moins 3 années, pendant lesquelles il y a eu cette union de Pologne-Lituanie sous l'autorité de ces 2 rois, dont Edwige d'Anjou, Edwige capétienne d'Anjou, le grand-duché de Lituanie a eu des vassaux dans le nord de la Russie, et notamment la principauté de Novgorod. Novgorod, c'était non seulement la région de Novgorod, mais également tout au nord, ça atteignait l'océan Arctique. Et à l'est, ça allait jusqu'au nord de l'Oural. Ce qui veut dire en fait que les Capétiens, à partir de ce co-règne depuis l'Oural, ont régné au Portugal, vous voyez l'autre bout de l'Europe. Si vous ajoutez dans la dynastie de la 4e croisade, vous avez eu des Courtenay qui étaient également des Capétiens. Il manque juste le 4e angle qui a été occupé, lui, le 4e angle de l'Europe qui a été occupé par des Plantagenets, mais enfin on en parlera plus tard. Voilà, donc les Capétiens directs, on a vu, les Capétiens valois, bon, il y a les Capétiens de la Navarre avec les Valois évreux, la Grande Bourgogne, Charles le Téméraire qui déborde sur les Flandres, qui va jusqu'à la Frise.
en comptant des évêchés qui sont en fait dans la mouvance. L'évêché qui est tout le bord de la Frise appartient à David de Bourgogne. Donc tout ça, ça fait partie du royaume bourguignon. Je passe des régences dans les États de Suisse romande, etc. Bon, je passe. Les couronnes des Bourbons à l'étranger. Alors, des principautés Bourbons, d'abord la petite principauté de Neuchâtel en Suisse, par les Longueville. Une régence sur la région de la Savoie qui débordait donc sur l'Italie et sur la Suisse. Le Milanais donné par Charles Quint au connétable de Bourbon, qui ne se reconnaîtra jamais comme le vassal de Charles Quint, et qui mènera d'ailleurs pas mal de familles françaises dans le Milanais, tout comme Charles d'Anjou avait amené 4 à 5 000 familles françaises dans le royaume de Naples, à qui il a donné à peu près tous les postes intéressants en fait. Choses qui ont bougé depuis. Je cite les Bourbons de Bhopal, vous savez, cette branche des Bourbons laissée en Inde, qui se dit descendante du fils du connétable Bourbon, qui aurait été emmené captif, qui serait allé jusqu'en Inde, et qui aurait reçu un fief, et dont les descendants se seraient maintenus jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, il y a un avocat qui est descendant de cette famille, qui ne prétend à rien d'ailleurs, et qui dit voilà, ma famille dit que nous descendons des Bourbons. C'est un clan de catholiques au milieu d'un océan d'hindouistes et de musulmans, enfin je le cite. Autre couronne Bourbon, le Luxembourg-Bourbon, puisqu'on sait que maintenant la famille qui règne sans gouverner sur le Grand-Duché de Luxembourg est une branche des Bourbons-Parme, par mariage. Et puis, bien entendu, le gros morceau, c'est-à-dire la plus grande couronne qu'aient reçue les Bourbons, c'est à savoir la couronne d'Espagne, avec Philippe V qui devient roi d'Espagne, avec l'Empire espagnol, qui devra consolider son trône avec quelques difficultés. Ce royaume qui d'ailleurs sera gouverné en fait par Louis XIV au départ, parce que le roi est inexpérimenté, donc il reçoit par son grand-père des conseillers. Les grands ordres sont donnés par Louis XIV et par les conseillers en question. C'est-à-dire que sous Louis XIV, la France gouverne non seulement son empire en Amérique du Nord et dans d'autres colonies, mais gouverne aussi, pendant les premières années, pendant quelques années, elle gouverne aussi l'Espagne et l'Empire espagnol. Ce qui fait que c'était encore un autre empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, etc. Couronne des Bourbons d'Espagne, bon, l'Espagne et ses colonies, les Bourbons qui ont ensuite régné aussi en Italie centrale, en reprenant les territoires des Farnèses. Il reste la famille des Bourbons-Parme d'ailleurs, de cette époque. Et puis les Bourbons de Naples qui ont récupéré l'Italie du Sud après l'avoir perdue, après la guerre de succession d'Espagne. J'essaie de passer rapidement pour arriver aux autres couronnes françaises ou wallonnes. Notamment les rois français dans les îles britanniques. Là, évidemment, on va arriver très vite au Plantagenet. On commence par le débarquement de Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, qui est issu d'une famille viking à l'origine, en ligne masculine, pour reprendre le critère qu'on s'est donné au départ. Il avait eu son héritier avec une Française de souche, donc l'héritier en question était à moitié français, moitié viking. Lui-même a eu son héritier avec une Française de souche. Bref, je vous la fais courte. En arrivant, vous avez un Guillaume le Conquérant qui a environ 16% de sang viking, le reste c'est du sang français de souche. Quand vous avez des Britanniques qui vous disent on a été conquis par des Français, mais en fait c'était des Scandinaves, vous pouvez leur répondre que même Guillaume le Conquérant lui-même, voilà, c'était quand même pas beaucoup. Quant à ses deux fils, il y avait statistiquement 8% à peu près de leurs origines qui étaient vikings, pour les rois qui ont succédé. Après, d'ailleurs, l'armée de Guillaume le Conquérant était largement une famille française de souche. Il y avait très peu de sang viking. Les ailes, on peut en parler ici. L'une des ailes, à peu près 30%, était tenue par les Bretons. L'autre aile, c'était les Français qui n'étaient ni Normands ni Bretons. Et parmi les Normands, on avait raclé les fonds de tiroir. On n'avait pas pris que les hautes lignées vikings de la famille ducale. On avait pris beaucoup plus loin. Bref, c'est une armée française qui est arrivée à Hastings et qui s'est partagée ensuite le pays. Ils ont laissé 2 familles dans le Domesday Book. Je crois qu'il n'y a plus que 2 grandes familles anglo-saxonnes en Angleterre. Le reste, ça a été pris par des franco-normands. C'est une véritable colonisation de l'Angleterre qui a eu à ce moment-là. Donc des rois d'abord normands, et puis ensuite vous avez Étienne de Blois qui revendique la couronne, et
Henri Plantagenet d'Anjou. Ils se chamaillent, ils se battent, il y a des morts, et puis finalement on se dit que Étienne de Blois n'a pas d'enfant, on peut peut-être s'arranger, donc Étienne de Blois devient roi, et ensuite les Plantagenets seront sur le trône d'Angleterre. Étienne de Blois plus les rois Plantagenets, 2 siècles et demi de gouvernance française en Angleterre. Avec des débordements sur l'Irlande, dont les Irlandais se souviennent encore. Je signale le petit, pour l'historiette, le royaume de l'île de Man, qui est concédé au comte Stanley. Stanley, qui à l'origine, la famille s'appelait Touché. C'est une famille d'origine française. Et puis ensuite, on arrive au gros, quelque chose d'important, l'Écosse. L'Écosse, alors beaucoup de familles d'origine française sont allées en Écosse, souvent par mariage, quand des clans se terminaient par une fille, en tout cas quand les directions de clans se terminaient par une fille, on allait souvent chercher le mari de l'autre côté de la frontière, et on arrivait à des familles, on a les familles comme les Comyn, les Douglas, les Balliol, qui ont donné 2 rois d'Écosse, par exemple, étaient d'origine picarde. Les Bruce, qui étaient d'origine normande, et très probablement venaient du Hainaut. Pour tout un ensemble de... Pardon. Oui, mais les Lancastres, c'est en Angleterre. Voilà, mais sachez qu'il y a à peu près le quart des chefs de clan écossais qui sont d'origine franco-normande. C'est énorme. On n'en a pas conscience. Et parmi ces familles, la plus brillante, merci, les Stuarts, qui sont, comme chacun sait, d'origine bretonne. Bretonne, bien sûr. Arrière-pays du Mont-Saint-Michel, la région de Châteaubriand, en fait. Les Stuarts, qui sont rois d'Écosse, qui deviendront ensuite rois d'Écosse et d'Angleterre, rois de Grande-Bretagne. Ils donneront une dynastie qui régnera pendant à peu près d'un siècle sur la Grande-Bretagne. Je signale simplement qu'entre les Plantagenets et les Stuarts, vous avez une famille qui s'appelle les Tudors. Les Tudors sont d'origine galloise. Je signale simplement que toutes les mères des souverains de la famille Stuart sont d'origine française. Toutes. Soit des Plantagenets, soit Anne Boleyn, la femme d'Henri VIII, c'est la famille de Boulogne-sur-Mer. Bologne. Voilà. Donc, bon, je passe, sinon on s'en sort plus. Bref, sachez quand même qu'il y a eu plusieurs dynasties françaises en Angleterre. Ça ne les a pas empêchés d'être assez méchants vis-à-vis des Français. Mais enfin bon, les 2 guerres de 100 ans, c'était quand même mené par des rois angevins. Des rois français aussi dans l'Espagne médiévale. Dans l'Espagne médiévale, je vous ai dit que le roi de Navarre était d'origine française. Aquitaine ou Gascogne, mais en tout cas roi d'origine française. Ce royaume a donné des comtés, un comté de Castille, un comté d'Aragon, qui vont se développer ensuite. Cette famille sera ensuite surclassée par une autre famille. En Aragon, vous avez l'Aragon. L'Aragon aura d'abord, le royaume d'Aragon aura une première famille, donc qui est la famille de Navarre. La deuxième famille, aura d'abord cette famille des comtes de Barcelone, qui étaient descendants des comtes de Carcassonne. Donc la première famille d'Aragon, comte de Carcassonne, et descendants des comtes de Carcassonne. La deuxième, maison de Navarre. La troisième, ce sera la maison que l'on retrouvera, la maison de Castille. Et cette maison de Castille descend du deuxième prince dont je vous avais parlé. Vous savez, quand ce roi des Asturies, ce roi wisigoth des Asturies, qui a vu arriver 2 princes, fils d'un comte de Bourgogne et fils d'un duc de Bourgogne. Le fils du duc de Bourgogne, il lui donnera la main d'une de ses filles et le Portugal. L'autre prince français, descendant du comte de Bourgogne, va épouser l'autre fille de ce comte et va donner les rois de Castille. Ces rois de Castille vont régner sur la Castille, sur le Léon, vont étendre leur domaine. Ils s'éteindront avec une certaine Isabelle, qui épousera un certain Ferdinand, son cousin, issu de la même famille franc-comtoise. Les rois catholiques d'Espagne
les rois qui ont unifié l'Espagne, les rois qui ont chassé le dernier royaume mort d'Espagne, les rois qui ont ouvert les portes de l'Empire d'Amérique aux Espagnols, les rois qui ont créé, d'ailleurs, qui ont permis d'unifier le Castillan, qui ont codifié le Castillan, tout ça, ça date de 1492, date très importante pour l'Espagne, ça a été fait par des rois catholiques d'origine franc-comtoise. Bon, pour passer rapidement, on retourne en Italie, les Normands, les Franco-Normands en Italie. Alors il y a eu, la famille des Hautes-Villes était d'origine viking, mais il y a eu d'autres souverains qui étaient d'origine normande, probablement pas viking. Il y a eu quelques comtes souverains qui étaient d'origine bretonne, francilienne, etc. dans ce sud de l'Italie. Ça a été, je vous passe les détails, on n'a pas le temps. Des principautés dans le Saint-Empire, le duché de Bouillon, les duchés d'Arenberg, d'Ulmen, le comté de Namur, enfin tout un ensemble de petites principautés du Saint-Empire romain germanique. Je passe... non, là je passe pas. Il ne faut pas passer, là c'est la maison de Hainaut, ça c'est quand même très important. La maison de Hainaut, les comtes de Hainaut qui descendent des vicomtes de Sens, ce sont les descendants de Régnier au Long-Col. Régnier au Long-Col, c'était celui qui était, à l'époque carolingienne, la dissolution de l'Empire carolingien, c'est celui qui était le chef du parti français dans la Basse-Lorraine, c'est-à-dire ce territoire qui partait de la Lorraine jusqu'à la mer du Nord, qui était disputé entre la France et la Germanie. Le chef du parti français s'appelait Régnier au Long-Col. Ses descendants règnent d'abord sur le Hainaut, règnent sur certaines principautés des Pays-Bas, et donnent surtout la deuxième maison de Luxembourg et la famille de Hesse. La deuxième maison de Luxembourg donnera 3 empereurs du Saint-Empire romain germanique, roi de Bohême, roi de Germanie, etc. La maison de Brabant, qui est issue de la même branche, la maison de Brabant, cette famille récupérera la principauté de Hesse, dont la dernière héritière était une fille. Cette fille se marie avec la famille de Brabant. Donc cette famille-là a donné, en ligne masculine directe, donc cette famille de Brabant, originaire des comtes de Sens, semble-t-il, mais enfin au moins le Brabant, c'est à cheval entre la France et la Wallonie. De toute façon, c'est dans le cadre de cette étude. La famille de Brabant donnera des princes, évidemment, en Hesse Darmstadt, Ems, Hesse-Kassel. Elle donnera aussi en Scandinavie un roi de Suède, une régente de Danemark, et même un roi de Finlande en 1918, qui a été porté au pouvoir par les Allemands. Et quand un roi est porté au pouvoir par les Allemands en 1918, vous devez supposer que ça n'a pas duré très longtemps. Bon. Mais c'était un roi de cette famille-là. Et puis, une régence en province d'Unie. Et également, cette famille de Hesse donnera également le premier souverain de la Bulgarie libérée des Turcs, qui avait pris le nom de sa mère, le nom de Babenberg, mais il venait de cette famille de Brabant. Et aussi la dernière impératrice de Russie, Maria Fedorovna, née Alix de Hesse, qui sera impératrice, mais qui dirigera l'Empire russe, en fait, qui sera régente de l'Empire russe, lorsque, en août 1915, son mari, qui voit les Allemands avancer, se met à la tête de ses troupes et laisse le gouvernement à sa femme. Ça, on a des lettres très claires, c'est elle qui gouverne. C'est elle qui gouverne à ce moment-là. Pas pour très longtemps, mais entre août 1915 et le début 1917, c'est elle qui régente l'Empire russe. L'Empire russe qui va depuis la Finlande jusqu'à l'Asie centrale, en passant par le protectorat de Mongolie extérieure, etc. Enfin, l'Empire russe, c'est tout. Bon, je passe sur des principautés dans les Balkans. Le royaume de Zetas, actuellement, ça s'appellerait le Monténégro. C'est qui a eu la famille qui a été gouvernée par la famille Balcha, qui est en fait la famille des Baux en Provence, des Provençaux qui sont régnés sur le Monténégro, pas très connu. Les pays suisses, je passe, et quelques couronnes en Italie, en Toscane, avec des Lorrains en Toscane, Geoffroy le Barbu, enfin je passe. Bon, la maison de Savoie, on n'est pas obligé de la citer parce qu'elle a quand même unifié l'Italie. Cette maison de Savoie je rappelle quand même qu'avant même l'unification de l'Italie, derrière la maison de Savoie, mis à part les États du pape, toute l'Italie était gouvernée par des chefs d'État d'origine française. Soit des Bourbons à Parme ou à Naples, soit des Habsbourg-Lorraine,
royaume lombard vénitien, la Toscane, Modène. Et puis le Piémont, donc à la maison de Savoie. Mais enfin, la maison de Savoie qui a donné aussi une régence en Espagne, qui a assuré une régence en Espagne, un titre de roi d'Albanie, un titre d'empereur d'Éthiopie, un titre de roi de Croatie, pour la petite histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, choses qui n'ont pas duré très très longtemps non plus. Les couronnes des Habsbourg-Lorraine, on est obligé de les marquer, ou plus exactement, les couronnes des Lorraine d'Autriche, puisque à l'époque, on appelait ça les Lorraine d'Autriche. C'était la famille de Lorraine qui a reçu le titre impérial et qui a gouverné l'Autriche, qui deviendra l'Empire d'Autriche pendant la période napoléonienne, chacun le sait. Je passe simplement pour mentionner les duchés italiens des Habsbourg-Lorraine, les duchés de Toscane, duché de Modène, duché de Parme, Plaisance, Guastalla, enfin tout un ensemble de domaines en Italie, toujours aux mains de cette famille de Lorraine, qui assure également une régence en Espagne, elle aussi, qui a donné un empereur du Mexique, le fameux Maximilien, est reconnu. Je passe Monaco, et puis bon, je terminerai, le temps est court, je terminerai sur la Scandinavie, en rappelant que le monde scandinave a eu pour une régente une certaine Philippa Plantagenet. C'était au Moyen-Âge, au temps de l'Union de Kalmar, le temps où tout le monde scandinave était uni, royaume de Danemark, de Suède, de Norvège, jusqu'à l'Islande et le sud du Groenland, enfin vous voyez le monde nordique, qui a eu une régente, Plantagenet, donc angevine. En Suède, on note la présence de la famille Laguardi, une famille originaire du Languedoc. C'est un mercenaire qui est parti se battre aux côtés du Danemark contre la Suède. Il se retrouve prisonnier des Suédois, qui trouvent qu'il s'est bien battu, qui lui propose d'entrer dans son armée, bon, pourquoi pas. Et cette famille donnera, de Languedociens, donc donnera deux membres à deux différentes époques, deux membres de deux conseils de régence. Et notamment le deuxième sera vraiment important parce que ce sera le Laguardi qui gouvernera la Suède en fait, et qui entraînera la Suède d'ailleurs dans les guerres aux côtés de la France, qui fera de la France un mercenaire de la France de Louis XIV. Cette Suède deviendra l'allié de la France, jusqu'au moment où les Suédois le prieront de rentrer sur ses terres parce que c'était peut-être un petit peu trop voyant. La Suède, puisqu'on en parle, je termine par des choses vraiment connues, puisqu'il y a eu une famille de Béarnais qui est arrivée en Suède à la période napoléonienne, les Bernadotte, rois de Suède et de Norvège, jusqu'en 1905 quand même. Et puis, cette dynastie Bernadotte qui est en train de s'éteindre, puisque maintenant une loi a été votée par le Parlement suédois disant que l'héritage de la couronne de Suède se fera par l'aîné des enfants, quel que soit son sexe. L'aîné des enfants, c'est Victoria de Suède, qui s'est mariée avec un Suédois de souche. Et donc, il y a de bonnes chances pour que cette dynastie s'éteigne dans peu de temps. À l'échelle de l'histoire, bien entendu. Je souhaite longue vie à la princesse Victoria de Suède, bien entendu. Par contre, au Danemark, la reine Margaret a épousé un autre Béarnais. Pardon ? Henri de Montpezat. Donc il y a de bonnes chances pour que les Montpezat, par contre, prennent la couronne de Danemark. D'ailleurs, le prince héritier est présent lors des concerts des ministres lorsque sa mère est appelée à l'extérieur. Voilà. Bon, c'est un survol très rapide. Je n'ai pas parlé de la deuxième partie dont je pouvais parler parce que ce serait vraiment trop tard, bien évidemment. Tant pis, j'aurais traité une seule partie de ce livre, tant pis. En guise de conclusion, très rapidement, s'il y a une seule idée à garder en tête, c'est que c'est un sujet qui peut sembler amusant, qui peut sembler historique, un petit peu lointain, un peu léger. Je pense qu'il y a un lien très clair avec l'actualité. La France est en train de s'effondrer, tout le monde le sait, l'homme de la rue le sait. Une des conditions fondamentales pour que la France se relève, c'est que les Français retrouvent la fierté légitime de ce qu'ils sont. J'ai essayé d'y contribuer à mes faibles moyens. Je vous remercie de votre attention. Quel est l'éditeur du livre ? Terre à marée. Ah, d'accord. Édition Terre à marée.
éventuellement, s'il y a quelques questions, on n'a pas pu... Pardon, oui, allez-y. Oui, alors vous avez parlé des familles royales. Oui. Mais il y a aussi des chefs d'État actuellement qui sont d'origine française. Je pense à la présidente du Chili, Michel Bachelet, qui est d'origine française. d'origine bourguignonne. D'origine bourguignonne. Voilà. Et sans Pinochet. compter- Pinochet, autrefois, oui, d'origine bretonne. Oui. Sans compter aussi des présidents africains. Je pense à Senghor ou Abdoulaye Wade. Bon. Oh, non, mais qui ont des liens très, très forts avec la France. Qui ont eu des liens très forts avec la France, Qui ont cela épousé dit. des Françaises. Qui ont eu des femmes françaises. Voilà, disons que c'est un petit peu plus lointain. Par contre, vous avez encore le Premier ministre du Canada. C'est sûr. Vous avez une dizaine de chefs d'État, encore aujourd'hui, qui sont issus de familles françaises. Ça peut être le prince de Monaco, par exemple. Hein. Ça peut être le grand-duc de Luxembourg. Ça peut être le Premier ministre qui gouverne la Belgique, voilà, par exemple. Voilà, une dizaine, oui. Outre Pinochet, il y a également en Argentine Perón. Et puis au Venezuela, Betancourt. Alors, Perón, c'est très discuté. Lui-même se disait d'origine espagnole. Breton. Aussi comme Pinochet. C'est très très discuté. En tout cas, lui se disait d'origine espagnole arrivant en Sardaigne. Mais point d'interrogation. Par contre, Pinochet était bien originaire de la région de Lamballe, d'ailleurs, en Bretagne. Voilà. Son nom vient du mot artichaut. Jackie Kennedy. Jacqueline Bouvier, effectivement. Mais par exemple, le président du Chili a pour mère une Godard, parente du cinéaste. Enfin, je ne l'ai pas compté dans la dizaine de chefs d'État actuels. Je n'ai pas pu parler des chefs d'État plus récents qui ont été élus ad personam. Mais enfin, il y a des choses assez étonnantes. Il y a des chefs d'État pour lesquels on ne s'y attend pas. Ah, Voilà. Après, vous donnerez précision. Et les Nassau, en fait, c'est l'Orange Nassau ou Orange Alors pourquoi Orange? En fait, c'était par ligne féminine qui sont princes d'Orange, mais ils ont mis ce nom en premier. Alors pourquoi? Parce que la principauté d'Orange, c'est tout petit. Hein. Non, Orange en France, dans le Vaucluse, la ville d'Orange. La principauté d'Orange, c'est la ville d'Orange avec un petit bout de terrain autour. C'est tout petit, sauf que c'est une principauté pleinement indépendante. C'est-à-dire qu'en tant que prince de Nassau, ils sont soumis quand même au Saint-Empire romain germanique. Et ça entraîne quelques situations de vassalité en quelque sorte. Il faut payer un droit lorsque un souverain s'installe, il faut se faire reconnaître. Il y a tout un ensemble de petites... des choses qui ne sont pas trop pesantes, mais qui marquent quand même la présence de l'Empire, la suzeraineté de l'Empire, même si c'est très léger. Alors qu'en tant que prince d'Orange, ils sont maîtres après Dieu. D'où le fait qu'ils ont mis ce nom de d'Orange. Ça revient par les femmes, oui. Ils l'ont mis en premier parce que ils ont mis le titre le plus prestigieux en premier. Il y a un royaume qu'il ne faut pas oublier. Le royaume de Patagonie, cher à Antoine de Tonnerre et Alors, cher à Jean Raspail. Voilà, alors celui-là, je l'ai cité dans un dernier chapitre où je regroupe c'est un chapitre qui plaît beaucoup, c'est sur les États éphémères. Tous les États qui ont été créés par des gens qui voulaient être rois, pour reprendre le titre Kipling. Mais vous en avez en Amérique, vous en avez en Afrique, vous en avez en Océanie, et ce sont des histoires qui sont souvent très attachantes. Je viens de citer le cas de certains Français qui sont allés qui sont restés en Inde après Duplex, et vous avez des histoires extraordinaires. Je veux dire, si ces histoires étaient arrivées à des Anglais, les Anglais en auraient fait un film. Mais nous, on les oublie. Ben voilà. Jean-Baptiste Chevalier, plus personne ne sait qui c'est. Des gens comme Piron, des gens qui ont eu le comte de Boigne à peine, parce qu'on en a un peu parlé. Mais ce sont des gens qui ont eu des aventures extraordinaires. Ce sont des personnages de romans. C'est fabuleux comme histoire. Avec Madec aussi. Madec, breton, oui. Oui, mais il n'était pas le chef. Il n'était que le nabab. Exactement. C'est pour ça que ce n'est Et pas un vrai chef de d'État. la région de Quimper. Voilà. Ah oui, avec un nom pareil. Par contre, quand vous voyez un homme qui fait une guérilla contre les Anglais pendant 8 mois, qui repousse une armée indienne de 1000 hommes, qui fait des aventures fabuleuses, absolument fabuleuses, et qui ensuite se retranche dans une ville, les Anglais arrivent avec 2500 hommes, ils proposent de négocier, l'Anglais dit bon, pourquoi pas, bon, qu'est-ce que vous proposez? On propose d'évacuer la ville avec nos armes, avec nos drapeaux, et on vous laisse la ville.
Bon, après tout, dit l'anglais, ça permettra d'éviter du sang de couler. Ben, écoutez, tenez, je vous invite ce soir à ma table avec vos officiers, venez. Donc, repas. Et à la fin du repas, après le dessert, l'anglais dit, ben, maintenant, monsieur, il est temps d'évacuer la ville. Veuillez demander à votre troupe, votre armée d'évacuer la ville. Et le Français se lève en disant, mon armée, monsieur, elle est autour de la table. Ils étaient 13. Plus personne, on ne connaît même plus son nom aujourd'hui. Vous l'écrivez, ça, ces amis? Bien sûr. Bon, vous en faites pas aussi. Voilà. Au moment de la Révolution française, j'ai lu que le roi de Suède a tenu une assemblée dans son pays pour aller porter secours à Louis XVI et qu'à ce moment-là, il a été tué par son premier ministre. Qu'est-ce qui explique que le roi de Suède voulait aider le roi De nombreux rois ont dit vouloir aider le roi de France. Oui. Même les Anglais ont dit vouloir aider les rois de France, les bons apôtres. Oui, mais là, il a été Alors, tué il va parce qu'il organiser. voulait vraiment y aller, quoi. D'accord, C'est c'est clair. personne Mais qui avait fait ça. Il y avait un rapport avec... parce qu'à un moment, vous avez dit que parmi les rois de Suède, Non, c'était- il y avait eu un Français. Il y a eu des rois de lointaine origine française, oui, mais c'était avant. C'était pas auparavant, oui, Un c'est lien pas le- familial. Pardon? C'était pas un lien Non, familial. c'était un lien de... qui se restaurait Les monarques s'appelaient mon cher cousin, entre eux, Oui. bien entendu. Un roi est détrôné. Tout le monde sent bien que s'il y a une révolution en France, ça peut donner certaines idées à d'autres personnes, y compris les sujets de son royaume. Donc